Yo guys, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous présenter mon book haul, le dernier craquage que j'ai fait et quel craquage. Donc des livres pour lesquels j'ai été influencée via soit les vidéos YouTube, soit des amis qui me parlent de leur coup de cœur, de leur lecture, de leurs auteurs préférés. Et donc petit à petit, je craque, je m'achète les bouquins, je vais en librairie ou je vais sur Amazon ou Momox et je me procure les bouquins qui me font terriblement envie. Donc le premier, il s'agit de Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, le tome 1, La traversée des temps. Alors, je ne connaissais absolument pas cet auteur, c'est mon collègue qui m'en a parlé, et c'est sa femme qui est grande fan de cet auteur, que je ne connaissais pas, mais même pas de nom, et après avoir fait des recherches pour savoir de quoi ça parlait, je me suis aperçue que c'était un très très grand auteur, très connu, très populaire, et je ne le connaissais pas, c'est juste dinguissime. Donc il y a plein d'auteurs que je découvre et qui sont mais cultissimes, et que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé avec ce livre qui est tout petit, donc qui est rentré dans mon challenge du mois de février. Il s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Je l'ai dévoré, ça se lit en 1 heure. Il fait 80 pages, c'est écrit extrêmement gros. Ce livre se dévore et la plume est juste extraordinaire. Je vous en ferai une petite revue quand je ferai le bilan du challenge du mois de février. Petit mois, petite lecture. Et donc, j'aime énormément la plume de cet auteur et je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de ce nom. J'ai toujours envie de l'appeler Pierre-Emmanuel, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Et donc, celui-ci, qui est le premier tome d'une série de 8, a la prétention de vouloir nous conter l'histoire de l'humanité à travers un roman en fait. Et donc le premier, donc c'est ça doit être le Jardin d'Éden, etc. Le début de l'humanité. Donc si c'est aussi intéressant et aussi bien écrit que ça, et je n'en doute pas parce qu'apparemment il n'a que des best-sellers, eh bien il me tarde réellement de le lire. Il est aux éditions Albin Michel et c'est un beau bébé, voilà. Mais bon, je pense qu'il va se lire extrêmement bien. L'écriture est extrêmement agréable. Par contre, je viens de découvrir qu'il y a des espèces de bas de page, des annotations qui sont assez faramineuses. Voilà, le texte est là, et ça, ce sont les annotations de bas de page. Donc j'espère que c'est pas trop récurrent, parce que sinon ça risque d'être pénible. Je n'aime pas les annotations de bas de page. La plupart du temps, ça sert pas à grand chose et ça coupe la lecture. Alors quand il y en a une de temps en temps, ça va. Quand il y en a toutes les 10 pages, c'est pénible. On verra ça, je vous en parlerai. Next, encore une fois, je suis extrêmement influençable. Ça aurait pu rentrer dans le tag des 50 choses à savoir sur moi. Mais j'adore me faire influencer en fait. J'adore qu'on me fasse changer d'avis, j'adore, voilà, tu viens, non, j'ai quelque chose à faire, allez, viens, ok, j'arrive. Enfin, je suis vraiment comme ça. Donc, on m'a parlé du dernier Neal Shusterman, qui est un auteur favori de tout le monde et que je ne connaissais pas. Voilà, donc je découvre Neal Shusterman avec son dernier roman, Éclat d'étoiles, 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. Tout est dit, on va voir ce que ça donne. C'est de la fantaisie, mais il paraît que c'est vraiment un très très bon auteur et qui s'est fait connaître avec la chauffeuse, avec la faucheuse, qui est en 3 tomes. Donc je me suis procuré le tome 1 au livre de poche. Pas du tout, chez PKJ, je dis n'importe quoi. Le numéro 1 chez PKJ, donc qui est un format poche. Puisque bon, je n'ai pas les moyens de ne m'acheter que des grands formats. Et voilà, best-seller, un excellent roman, et donc qui fait l'unanimité apparemment auprès de tout le monde. Donc c'est d'ailleurs la définition même de l'unanimité. Donc La faucheuse de Neal Shusterman. Next, nous avons de Jean-Christian Petit-Fils, La masque de fer, qui est sa théorie, son explication à lui, d'après son enquête de qui pouvait être le masque de fer. Il y a plusieurs hypothèses quant à qui était ce fameux prisonnier retenu sous les ordres de Louis XIV. Était-ce
Son frère jumeau était Vendôme, son cousin Bâtard, donc fils d'Henri IV avec Gabrielle d'Estrées. Qui était ce fameux masque de fer? Est-ce que c'était Fouquet, le fameux Nicolas Fouquet, qui faisait de l'ombre au roi Louis XIV et qui lui a confisqué son magnifique château parce qu'il était jaloux, parce qu'il était bien plus riche que le roi de France? Jean-Christian Petit-Fils nous offre sa version, son hypothèse. Apparemment, elle tient bien la route. Bon, évidemment, il y a des détracteurs, il y a des followers. C'est toujours comme ça, de toute façon. Je me ferai mon propre avis et je vous en donnerai des nouvelles. J'aime beaucoup Jean-Christian Petit-Fils, non pas en tant qu'auteur, puisque je l'ai jamais lu réellement, mais je le suis régulièrement. Il est chroniqueur dans Secret d'Histoire de Stéphane Bern. Il intervient souvent et j'aime beaucoup sa façon de raconter les anecdotes, d'apporter sa patte à l'émission. Donc, je vous en dirai des nouvelles et je vous ferai une chronique dessus, très probablement. Next! Histoire, toujours histoire. La chute, les derniers jours de Robespierre de Jacques Ravenne. Une façon de raconter l'histoire sous forme de roman. Alors, c'est pas un roman inventé, c'est vraiment, on va dire, romancé. L'histoire des derniers jours de Robespierre. Cette espèce de figure emblématique de la Révolution française qui a semé la terreur dans le pays, véritablement. J'avais vraiment envie de connaître cet aspect de l'histoire-là. Ensuite, on change complètement de registre, d'époque, de lieu. Les femmes vikings, les femmes puissantes. Je ne vous ferai pas l'affront de vous lire le titre de l'autrice, donc je vous le mets en gros comme ça, et c'est à vous de les trouver tout seul. La couverture est magnifique, c'est très très simple de retrouver la couverture. Aux éditions Autrement. C'est-à-dire qu'on revisite l'histoire de ces fameux vikings à travers le prisme des femmes, qu'elles soient guerrières, qu'elles soient femmes au foyer, le rôle de la femme au sein de la société viking. Apparemment, c'est un livre qui est extrêmement bien documenté, bien écrit, extrêmement intéressant. Donc, il me tarde vraiment de le lire. Et apparemment, la série Viking n'est pas hyper fidèle. La série Viking dont je suis une fan absolue. J'adore cette saga. Et malgré le fait qu'il y ait des anachronismes et des choses qui ne soient pas tout à fait vraies, c'est vraiment divertissant et on apprend quand même des choses. Mais apparemment, toutes les Lagertha et les choses comme ça, c'était beaucoup plus rare. Les femmes n'étaient pas forcément toutes des guerrières. Donc voilà. Mais elles pouvaient l'être. Donc un livre qu'il me tarde vraiment de découvrir. Ensuite, petit manga. Ou alors je ne lis jamais de manga, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je l'ai acheté plus pour mes enfants que pour moi. Il s'agit de Marie-Antoinette. Donc c'est la série de manga Les grands noms de l'histoire en manga. C'est une façon d'intéresser les enfants à l'histoire de France. Donc il y a d'autres noms. Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Mozart, Napoléon, Van Gogh. Donc ce genre de roman est idéal pour les enfants qui sont un peu réfractaires à la lecture, des livres d'histoire, des choses qui sont un peu plus pompeuses. Là, ce sont des mangas de type shoujo, vous voyez, avec des dessins qui sont extrêmement qualitatifs, qui sont magnifiques. Voilà, les planches sont vraiment très très belles. Et ça explique, donc je l'ai feuilleté, hein, je l'ai pas lu parce que bon, voilà, Marie-Antoinette, ça va. Ça va, je connais bien. Mais du coup, pour des enfants, c'est un manga, il se prend à l'envers. Pour des enfants, je trouve que c'est une belle manière d'amorcer. Il y a des dessins, les dessins sont beaux et ça retrace l'histoire de Marie-Antoinette, de la Révolution française. Vraiment dans les grandes lignes du pourquoi et du comment on en est arrivé à la fin de la monarchie absolue et au début de la République. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette édition-là, c'est qu'il y a, après la partie historique, avec le contexte, des vraies reproductions de peintures. Voilà, on a des choses vraiment historiques pour aller plus loin, pour creuser plus profondément. Le tableau de la séparation à la tour du Temple de Louis XVI et sa famille. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet, et donc sous couvert de manga qui peut paraître un peu futile, un peu léger, etc., on a vraiment quelque chose qui est creusé à la fin du bouquin pour aller plus loin, pour montrer que voilà, ce n'est pas que en surface, et je trouve que c'est une excellente idée. Donc ma fille a déjà commencé à lire d'ailleurs, donc je suis extrêmement contente, et si ça peut être un moyen de faire aimer l'histoire, tout du moins faire découvrir l'histoire aux plus jeunes, eh bien je dis go for it. Ensuite,
Next, une lecture en anglais. Throne of Glass de Sarah J. Maas, que vous connaîtrez très probablement mieux sous le nom de Kéléana, puisque Kéléana, traduction française de Throne of Glass. Alors, deux raisons pour lesquelles j'ai choisi l'édition en VO. Petit 1, j'adore lire en VO et je préfère lire en VO. Petit 2, Kéléana a été la cible de critiques concernant la traduction en version française qui était abominable, en changeant carrément des passages entiers, en supprimant des passages entiers de bouquins et en altérant complètement la pensée de l'auteur. Alors, évidemment, il y a ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le choix parce qu'ils ne savent pas lire en anglais et ils n'ont que la version française. Donc, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais c'est ce que je dis, à partir du moment où on le sait, où on sait que la traduction française n'est pas fidèle et qu'on ne peut pas le lire en anglais, ben moi je le lis pas quoi. Et c'est ce que je dis toujours, j'adore le Nutella, mais j'aime encore plus les orang-outans, donc je ne mange pas de Nutella. C'est-à-dire que si je sais que Kéléana n'est pas du tout fidèle à la traduction de Kéléana n'est pas du tout fidèle à l'œuvre originale de Sarah J. Maas, Throne of Glass, eh bien je ne lirai pas Kéléana. J'ai la chance de pouvoir lire en anglais, donc je le fais. Et voilà. Et si j'avais pas pu le lire en anglais, eh bien je ne l'aurais pas lu en français, sachant la polémique autour de la traduction. Alors apparemment, attention, je mets de l'eau dans mon vin, apparemment, comme ça a fait une énorme polémique autour de cette mauvaise traduction, il a été retraduit. Kéléana a été retraduit, et donc, écoutez, je ne pourrais pas vous dire si elle est toujours d'actualité ou pas, je vais suivre sur les réseaux sociaux de toute façon ce qu'il s'en dit. En tout cas, moi je le lis en anglais, il paraît que c'est une très très bonne série, Kéléana, saga. D'ailleurs, en français sort le tome 4, partie 1. Donc voilà, celui-là est le tome 1 en anglais. Et Sarah J. Maas est l'autrice de ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Donc ici sont tous les bouquins de Sarah J. Maas et ici c'est la série ACOTAR qui apparemment est vraiment très très bien, mais que je n'ai absolument pas lu. Donc si j'aime Throne of Glass, si j'adhère à la plume de l'autrice, si j'aime son univers, si j'aime sa façon de raconter des histoires, je vais très probablement me laisser séduire par la saga ACOTAR. Ensuite, nous avons, oui, parce que ce n'est pas fini, nous avons Lune Ardente, qui est un roman, comme dirait encore la fameuse Nina, de Nina Quill, An Enemies to Lovers, Lune Ardente. La couverture est sublime, moi je fonds complètement, elle est vraiment magnifique. Et il s'agit donc d'un roman de fantasy, de royaume, le royaume du feu, du soleil, du sable, du désert, et le royaume de la glace. Ils s'affrontent, le royaume de glace va perdre la guerre, il va demander à sa princesse d'épouser le prince, son ennemi juré, le prince du désert. J'espère que c'est un enemies to lovers, j'espère qu'ils vont pas rester ennemis toute leur vie et que ça va finir en brochette, on sait pas, on verra bien. Je vous en reparlerai, ce sera une lecture très prochaine, c'est aux éditions Plume Blanche. Donc voilà, le livre est vraiment magnifique, il est tout doux, tout agréable au toucher. Et c'est le premier cycle, crépuscule, donc il y aura des suites. Et jamais le soleil ne pourra éclipser la lune. Voilà, donc je suis très très impatiente de lire ce livre. Ensuite, deux bouquins en VO que je me suis procurés parce qu'ils me faisaient terriblement envie, de par le titre, le thème et la couverture, puisque vous savez que je suis faible et que je craque en fonction de la couverture. The Tale of Witchcraft, A Tale of Witchcraft de Chris Colfer. Donc ça parle de sorcières, ça parle de contes. La couverture est un hardback, elle est sublimissime, et quand on enlève la jaquette, voilà, et le livre est d'une beauté absolue, encore plus. Donc c'est tout ce que j'aime dans les récits de sorcières imaginaires, c'est vraiment du mystique, c'est du
du creepy, du spooky. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc il me tarde vraiment de plonger dans cette lecture. Et donc je me suis procuré aussi un autre tome qui est A Tale of Magic et qui est à peu près du même genre en fait, sauf que ça raconte d'autres histoires, pas forcément de la sorcellerie, mais de la magie, avec des créatures fantastiques. Et donc, yeah. Et en plus, ça fait magnifique dans ma bibliothèque, enfin ma future bibliothèque, puisque je ne l'ai pas encore. Next, une sortie récente, La mort d'une sirène de Ridal et Kaczynski. Derrière chaque conte se cache un cauchemar. Donc c'est un roman historique. On se sert de Hans Andersen comme prétexte pour ce roman, ce thriller. Hans Andersen est accusé par une voisine d'avoir tué une jeune femme. La police l'enferme, on lui laisse un sursis. Et il a 3 jours pour faire toute cette enquête pour livrer le véritable meurtrier aux autorités. Donc, il me tarde véritablement de lire ce bouquin. C'est encore un beau pavé, mais la lecture voilà, est très agréable. Il y a de grandes marges. Voilà, il va être extrêmement agréable. J'aime les thrillers, j'aime l'histoire. Et apparemment, c'est ce qui donnera l'inspiration à Andersen pour écrire La Petite Sirène. Donc, je suis contente. Et enfin, le dernier, oui, ça y est, c'est la fin. La dernière, Anastasia de Tina Muir, qui est une auto-édition. Donc, ça permet aussi de soutenir les auteurs qui ne sont pas pris dans les maisons d'édition. C'est un mélange entre un conte russe, une romance, une enquête, bref, un roman qui apparemment est assez reconnu et qui plaît à beaucoup de gens. Moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà, on parle de Baba Yaga, on parle d'Anastasia, donc voilà, dernière princesse russe qui aurait échappé au massacre de sa famille. Ici, c'est le cas. Et elle va rencontrer quelqu'un qui, bref, romance, conte russe, tout ce que j'aime, dans la taïga, bref, coup de pouce aussi aux personnes qui font de l'auto-édition. C'est la première fois que je lis une auto-édition, me semble-t-il, donc voilà, il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de choses comme ça, donc j'espère ne pas trouver de grosses bourdes, que ce soit au niveau orthographique ou que ce soit au niveau syntaxique ou même dans l'enchevêtrement de l'intrigue. Voilà, je vous en parlerai très prochainement dans un point lecture. Ça y est, nous sommes venus à bout de ce book haul quand même qui est assez conséquent. J'espère que l'un de ces bouquins vous aura fait envie et que vous aurez envie de le découvrir comme moi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, après-midi, soirée, whatever. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!